Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission autour de questions d'actualité. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Luc Kabunangu, qui est cadre de l'UDPS et auditeur professionnel. Bienvenue, M. Luc, à cette émission. Merci beaucoup, Madame Leda. Et comment ça va? L'année, comment ça s'est passé? Nous allons très bien, l'année s'est bien passée. Il y a eu beaucoup de défis, comme vous pouvez le constater dans le pays. Mais sinon, tout va bien, nous sommes bien portants et nous glorifions Dieu qui nous a gardés durant toute l'année et nous sommes à la veille de la traversée vers la nouvelle année. D'accord. Alors, de manière générale, Monsieur Luc, quel bilan pourrez-vous faire comme vous êtes cadre de l'UDPS, qu'on peut dresser sous Félix Tshisekedi? Est-ce que le bilan est positif et négatif? Ou on peut dire que c'est dans le bon? Bon, pour répondre juste simplement, moi je pense que le bilan, il est bon, il est très positif même. Je pense que la lutte que l'UDPS a menée, parce que vous entendez les gens parler de 37 ans de lutte, ça veut dire depuis la création de l'UDPS jusqu'à l'an 2018, ce que nous sommes en train de réaliser présentement avec le leader du parti jusqu'en 2018, qui a pris congé du parti maintenant pour les responsabilités de diriger le pays, donc le président Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que nous portons une couleur parce que notre combat a été, je voulais dire une couronne, parce que notre combat a été celui de détrôner, de mettre à genoux et finalement d'assommer complètement la dictature dans ce pays et d'introduire un état de droit. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin, nous sommes en train de le réaliser. D'accord. Alors, Monsieur Luc, vous êtes cadre de l'UDPS, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toute honnêteté. Oui. Pouvez-vous nous dire quelques ratés du gouvernement, c'est-à-dire de la gouvernance UDPS en 2021? Écoutez, c'est très difficile d'entrer sur ce terrain-là, déjà parce que quand nous suivons l'opinion en général et la classe politique qui est décevante pour moi, nous avons l'impression qu'on cherche à évaluer le président de la République et l'UDPS sur des points qui ne sont pas en fait de leurs compétences. On taxe le président de la République de tout, on taxe l'UDPS de tout, alors que voilà pourquoi j'ai commencé par vous ramener sur la lutte de l'UDPS jusqu'au niveau où nous en sommes. Notre lutte a été celle de ramener ce pays dans un état de droit où éventuellement nous allons assurer le progrès social de notre population, nous allons assurer le bien-être de notre population et nous allons amener les Congolais à s'épanouir dans leur pays. Quand nous parlons de ça, vous avez vu déjà qu'il y a une époque qui nous a pris 37 ans. Et maintenant que nous avons Félix Antoine Tshisekedi au sommet de l'État comme président de la République, nous avons pris 2 ans aussi, parce que pendant ces 2 ans-là, il nous fallait consolider le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Et même après ces 2 ans, au niveau où nous en sommes, nous sommes dans une coalition qui n'est pas toujours saine parce qu'il y a des intérêts divergents entre les partenaires avec qui nous sommes dans la coalition. Mais notre détermination reste celle d'assurer un état de droit, un état démocratique et de progresser dans le social de la population, que nous avons la détermination de rehausser et d'améliorer la qualité de vie du Congolais. Voilà ce qui est notre mission. Et je pense déjà tirer le Congolais des régimes dictatoriaux où il a croupi dans la pauvreté et la destruction totale de notre État. Parce que moi, je dirais que nous étions dans une situation vraiment de non-État. L'autorité de l'État était quasi inexistante sur la grande partie de notre République.
Et ce que le président de la République est en train de faire, où nous commençons à compter tous les territoires. Et quand nous parlons maintenant des territoires de la RDC, ça veut dire que nous allons rétablir l'autorité de l'État dans tous les territoires de la République. Merci beaucoup, Je monsieur. pense que là, en tout cas, c'est un bilan qui est très, très positif et je pense que c'est en fait excellent. D'accord. Alors, comme vous avez parlé du territoire, alors nous parlons de cette question de l'insécurité qui reste préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré l'opération conjointe, on enregistre toujours de morts. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est justement ce que je disais, l'intégrité de notre territoire, l'intégrité de la République démocratique du Congo, la souveraineté de notre État. Voilà des questions sur lesquelles nous pouvons échanger, nous pouvons débattre et sur lesquelles nous pouvons évaluer même le leadership du président de la République et peut-être, si vous voulez, indexer l'UDPS en tant que parti de par sa philosophie, de par sa vision et de par sa contribution en tant que parti politique. Je pense que une guerre, il n'y a jamais au monde, même avec les grandes puissances militaires du monde, qui font une guerre en un seul jour ou en une seconde et la terminent. Regardez, même quand les grandes puissances ont coalisé pour faire la guerre aux petits États, même sur notre continent ici, vous avez vu combien de temps cela a pris. Je ne veux pas entrer en détail pour citer les pays, mais nous connaissons tous combien de temps cela prend. Dans notre cas, nous avons laissé une situation perdurer, une situation avec d'abord une armée qui a été aussi consommée par beaucoup de maux, entre autres la mauvaise gestion, la corruption, tout ce que nous avons décrié, qui constitue déjà un défi majeur, en même temps que nous avons cette situation d'insécurité qui règne à l'est de notre pays. Étant donné ce diagnostic macabre-là et l'action du chef de l'État qui constitue à impulser une vision et un encouragement, parce qu'il faut savoir, il faut toujours faire la part des choses. Quand vous voulez évaluer le président de la République, vous n'allez pas l'évaluer sur des responsabilités qui ne lui reviennent pas. Mais à son niveau, avec son leadership par la vision, nous savons voir qu'il est en train d'adresser cette question d'insécurité à l'est de notre République. Et nous n'avons aucun doute, et je pense que même les Congolais, même tous ceux-là qui crient, savent dans leur conscience que avec ce monsieur, avec sa détermination et l'impulsion sur tout l'État, nous verrons une fin à cette crise qui ronge l'Est de notre République. D'accord, parce que vous dites que les gens sont en train de crier. Bien sûr qu'ils sont en train de crier parce qu'on se dit, après la guerre, peut-être que les Ougandais ou les Rwandais qui nous disent qu'ils sont déjà sur nos sols vont réclamer quelque chose. On va voir, on va le faire comme à l'époque de Kabila le père. Écoutez, ce n'est pas une mauvaise chose que les gens qui viennent vous assister et qui payent déjà une certaine facture pour cette assistance puissent être récompensés ou compensés d'une manière ou d'une autre. Mais parlons des Ougandais, ma récollection me dit que les Ougandais nous doivent déjà beaucoup. Je pense qu'à la Cour internationale, il y a eu un jugement qui est tombé et qui disait que l'Ouganda nous devait, de par leur incursion dans le passé et les dommages que nous avons encourus là, que l'Ouganda nous devait à peu près 10 milliards de dollars, si je ne m'abuse. Et c'est peut-être une façon pour l'Ouganda, en venant proposer même de coaliser avec nous et de nous assister, d'une part parce que les mêmes rebelles sont opérationnels chez eux aussi, mais d'une autre part, je pense que ça peut être une façon intelligente pour eux de voir la magnitude de cette facture et de se dire peut-être que nous pouvons
commencer aussi ce paiement-là par vous assister et contribuer aussi à éradiquer la rébellion à l'est de votre pays. Donc, on espère que dans l'avenir, on ne va pas nous dire que l'Ouganda a réclamé une partie de la RDC, on les a cédés parce qu'ils nous sont venus en aide. Bon, depuis quand est-ce que l'Ouganda a déjà réclamé une partie de la RDC et depuis quand est-ce que la RDC ou le Zaïre dans le passé a cédé 1 centimètre de son territoire? Et pourquoi vous avez cette inquiétude-là? Ça vient d'où? Moi, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je parle aussi des gens qui crient, parce que nous devons, à un moment donné, arriver à avoir quand même une opposition responsable. Si nous voulons avoir un État de droit, un État sérieux et progressiste, je pense que nous devons tous nous élever et élever aussi notre façon de faire. On n'a pas que à juger un seul individu, mais on doit retourner le miroir sur soi-même et évaluer aussi la qualité de l'opposition dans notre pays. Je ne sais, peut-être pas que vous allez me dire que l'opposition fait un travail impeccable qui rend service à la nation congolaise. Peut-être que vous pouvez me le dire avec des preuves, qu'est-ce qu'ils font. Mais moi, je pense que pour transformer notre société qui a été en crise pendant très longtemps, nous avons besoin de quitter les caniveaux et de nous élever tous pour apporter chacun sa contribution à l'édifice de cette nation. D'accord. Je le dis, je le répète, vous êtes cadre de l'UDPS. Absolument. La vision, c'est le peuple d'abord. Oui. Mais aujourd'hui, on a plutôt l'impression que ce sont vous, le cadre, qui bénéficiez par rapport au peuple. C'est vous qui roulez carrosse, le peuple est en train de souffrir. Il y a même le président de la République qui a été conscient de ça. Où est-ce que vous avez vu les cadres de l'UDPS rouler carrosse? Parce que je pense que nous devons venir avec des questions factuelles. Voilà pourquoi moi, je décris un peu cette opposition que j'ai toujours dit inutilement partisane et finalement inutile même à la nation, parce qu'on pense que surtout avec cette dispensation démocratique où le nouveau président a ouvert l'espace, il a permis à ce que les gens puissent s'exprimer et s'épanouir dans cette démocratie. Nous pensons qu'il y a des gens qui confondent opposition avec le chaos. Il y a des gens qui confondent la liberté d'expression avec le libertinage. Bien évidemment, parce que peut-être notre justice doit aussi se rattraper pour ramener les gens à niveau, pour qu'on ne continue pas de fois à faire même des déclarations diffamatoires sans conséquences et ça continue comme ça. Bon, moi, je ne pense pas que nous roulons carrosse, il faut nous voir. Il y a des défis et les défis de la République sont immenses. Comme je disais, nous étions pratiquement dans un non-État avec, je m'excuse, avec un budget aussi maigre que 5 milliards de dollars pour une république comme la nôtre. Et vous avez vu des gouvernements qui se sont succédés et les gens ont maintenu le statu quo, alors que nous sommes dans une situation où déjà à l'arrivée, à voir les conditions de vie du Congolais, on ne peut pas arriver au gouvernement. Ici, bon, le gouvernement aussi ne se limite pas que à l'équipe nationale là-bas, à l'exécutif national, mais il est question d'arriver et de commencer à résoudre les problèmes du Congolais, surtout quand on est sous le label du peuple d'abord. Et il ne faut pas oublier que les moyens sont très minimes, 5 milliards de dollars. Les gens parlent du train de vie des institutions.
quel train de vie avec 5 milliards de dollars? 5 milliards de dollars ne sont même pas suffisants pour couvrir les frais de fonctionnement du gouvernement. Parce que le gouvernement, en fait, c'est du sommet jusque dans le territoire. Allez voir les gens de l'administration de la République, comment est-ce qu'ils croupissent dans des conditions que tout le monde connaît. C'est compliqué. La tâche, elle est immense. Mais au moins, vous avez un président qui a ce souci-là et qui déjà annonce sa vision qui est celle du peuple d'abord. Ça veut dire que le peuple doit être au centre de l'action et de sa vision. Je pense que les warriors sont en train de s'y mettre, chacun dans son secteur, pour finalement commencer à attaquer cette pauvreté congolaise et à changer un peu le niveau de vie du Congolais. Nous parlons de la tournée du chef de l'État à l'est de la République, dans le Grand Kasaï plus précisément, qui ressemble aujourd'hui, l'opposition dit, à une campagne électorale. Déjà, puisque les promesses se multiplient, comme dans les campagnes électorales, et déjà, les opposants dénoncent cette campagne électorale qui pose problème, et il le fait avec le moyen de l'État. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre opposition, elle doit s'améliorer aussi. Si, effectivement, le déplacement du président de la République se montre être une campagne privée pour sa famille politique avec des moyens de l'État. Nous avons la justice qui est en place. L'État de droit, nous devons apprendre tous à nous y soumettre et à faire finalement acter cet État de droit. Sinon, nous allons rester dans la spéculation ici et on sera appelé à répondre à la spéculation. Moi, j'appelle ceux-là qui pointent sur le président de la République d'avoir fait usage des moyens de l'État pour des fins purement politiques, de sa famille politique, et bien de toucher les qui de droit pour apporter. Mais sinon, ce que moi, je pourrais dire, le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement de toute la République, de l'État. Il sillonne le territoire national pour aussi s'imprégner sur terrain, sur place des réalités et confirmer le diagnostic qu'il a à partir de Kinshasa, déjà parce que gouverner à partir de Kinshasa, on a accès à l'information. Et de là, si le président de la République voit que nous avons besoin de l'infrastructure ici, et il dit que nous allons faire tout le nécessaire pour apporter l'infrastructure de base, c'est dans sa responsabilité en tant que chef de l'État. Je ne vois en quoi cela constitue une pré-campagne. Je ne sais pas, mais tout le monde qui circule, même l'opposition quand il circule, il pointe aussi sur les problèmes et ils promettent de résoudre ces problèmes-là une fois ils seraient aux commandes. OK. Alors, on est toujours à Mbujimaï, où le chef de l'État, dans son discours, il s'est relevé tribal, comme on le dit, quand il disait aux Kassaïens que vous êtes mon sang. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que quand vous me posez cette question de cette manière, vous adoptez le point de vue de ceux-là qui traitent le président de la République de tribal, ou bien vous me ramenez à commenter un peu sur cette opinion qui circule en public? Vous êtes sur les propos du président de la République, pas sur les accusations des autres, sur les propos du président de la République. Déjà, quand je vous dis que vous êtes mon sang, c'est que mon caméraman n'est pas de mon sang. Bon, je deviens tribal. Déjà, il faudra lui reprocher aussi d'être le fils de Maman Kassalou et du président Étienne Tshisekedi. Parce que c'est son identité, c'est ce qu'il est. Et le président, personnellement, j'ai trouvé que il était en train de demander à la population
kassaïenne. Est-ce qu'il ne pouvait pas dire que vous êtes simplement mes frères? Il faut dire que vous êtes mon sang. Mais pourquoi où est la différence quand il dit vous êtes mon sang et vous êtes mes frères? Mais il y a une différence, monsieur Luc. Oui, allez-y. Non, quand il dit vous êtes mon sang, quand je vous dis vous êtes mon sang, ça veut dire que vous n'êtes pas ma sœur? Il fallait que je dise nécessairement que vous êtes ma sœur? Moi, je ne vois pas cette différence-là. Moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent nous amener dans une polémique inutile, alors que le chef de l'État est au Kasaï. Tout le monde connaît la situation du Kasaï, la situation socio-économique du Kasaï. Je vous ai parlé d'une opposition responsable, mais qu'est-ce que vous entendez dans l'opinion? Qu'est-ce que vous entendez venant de l'opposition? Il n'y a personne qui adresse les problèmes du Kasaï. Le Kasaï est dans une crise sérieuse, très importante. Moi, j'ai vu une collègue, parce que certains cadres membres du parti ont effectué le déplacement. Elle revient 3 jours après, je la regarde, je n'en revenais pas. Je lui dis, mais tu as noirci en 3 jours seulement. Elle me dit, Maï. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'eau au Kasaï. Mais je n'entends personne qui veut remplacer, qui promet même de gagner les élections prochainement contre Félix Tshisekedi et de gouverner cette République, qui seront aussi, ou qui sera celui qui gagnera président sur le Grand Kasaï aussi. Mais je ne vois personne, alors personne se mettre debout et dire oui, nous avons vu, nous avons palpé et nous ne pensons pas que Félix Tshisekedi peut résoudre vos problèmes. Nous vous proposons et nous passerons, nous viendrons vous voir. Vous êtes autant nos frères congolais que vous êtes ses frères. Le langage qu'il a utilisé, c'était un langage corrupteur, mais nous viendrons adresser vos problèmes. Je ne vois personne, alors personne, parler des problèmes du Kasaï. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve à polémiquer sur le langage utilisé par le président de la République, qui est absolument inutile pour le peuple du Kasaï et absolument inutile pour la nation congolaise. Je m'excuse, mais je pense que notre opposition doit se rattraper et n'est pas à niveau. Vous avez entendu beaucoup de gens, et surtout beaucoup de gens de l'UDPS aussi, le dire plusieurs fois, qu'il n'y a pas d'opposition dans ce pays ici. En fait, c'est parce qu'ils ne proposent rien. Ils nous amènent dans des polémiques, ils nous amènent sur des attaques personnelles, individuelles, alors que nous avons des questions sérieuses, importantes de gouvernance de cet État. Nous devons rétablir l'autorité de l'État sur le tout dernier du territoire congolais. Nous avons des crises de sécurité, nous avons tout genre de crises dans ce pays, et tout ce que les gens veulent faire là où ils veulent nous amener, c'est quand nous avons une opportunité comme celle-ci, de parler du langage du président de la République et de chercher à planter dans l'esprit des gens que c'est tribal en quoi? Alors, comme cadre de l'UDPS, Oui. Monsieur Luc, comment appréciez-vous le fonctionnement de la justice? Tantôt, l'état de droit, on condamne les uns, et les autres ne sont pas condamnés. Il y a les libérations, vous avez suivi avec Caméré, il y a Monsieur Willy Bakonga qui a eu une grâce présidentielle. Comment vous trouvez ça? Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que toutes les institutions de la République ont besoin de s'améliorer. Il y a beaucoup de travail à faire et ce travail demande beaucoup de ressources, ça demande des finances appropriées, ça demande un capital humain qui soit à la hauteur, et ce capital humain doit être formé, et cette formation passe aussi par des moyens financiers. Vous avez même l'environnement du travail de presque toutes les institutions. Vous voyez ici quand nous parlons gouvernement, parce qu'on a toujours tendance à penser que Kinshasa
et le gouvernement que Kinshasa et la République voyaient toutes les provinces. Il y a des provinces qui, après le démembrement, qui n'ont même pas de site d'administration. Donc le travail est colossal. Il en est de même pour la justice. Il y a des anciennes habitudes qui doivent être éradiquées du système judiciaire. Et je pense que ça prendra du temps. Mais dans l'entretemps, je pense qu'il y a une amélioration quand même et que dans le temps, nous continuons de cette façon. Bien évidemment, avec la population aussi qui observe, qui s'exprime, qui élève sa voix pour dénoncer. C'est ça la démocratie. Voilà la beauté de la démocratie, c'est que ça amène aussi à pointer les erreurs pour apporter des corrections. Tout n'est pas parfait, il y a des choses qui doivent s'améliorer et je pense que cette volonté politique, pour la toute première fois, elle est présente. Voilà pourquoi nous demandons d'ailleurs à la population congolaise, avec cette opportunité qui nous est ouverte aujourd'hui sous le leadership de Félix Tshisekedi, sous l'impulsion de l'UDPS, il faut qu'on se le dise, nous avons une opportunité pour commencer à transformer notre société. Et j'aime parler de la philosophie Léopard parce que dans la philosophie de Léopard, nous pouvons voir cette aspiration du Congolais à la grandeur dans le concert des nations. Et je pense qu'avec cette opportunité avec Félix-Antoine Tshisekedi, les Congolais peuvent rêver. Mais il ne faut pas que nous restions à rêver, il faudra que nous nous mettions au travail chacun là où il est, pour transformer notre société et commencer à nous épanouir aussi. D'accord. Alors, Monsieur Luc, vous faites de la sous-traitance votre cheval de bataille. Nous avons suivi le ministre Eustache de Petites et Moyennes Entreprises qui s'active pour cette sous-traitance, la loi de la sous-traitance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà encore une autre opportunité quand je parlais ici de la participation. Monsieur Luc Kabunangu, vous êtes l'homme qui fait de la sous-traitance son cheval de bataille. Comment jugez-vous ce que le ministre de Petites et Moyennes Entreprises a dit, qu'il était en train de s'activer pour cette loi? La question de la sous-traitance dans le secteur privé est une question capitale pour le Congolais et l'entrepreneur congolais, parce que nous vivons une situation où le Congolais est marginalisé dans l'économie de son pays. Et cette ouverture nous donne l'opportunité finalement de corriger le déséquilibre pour arriver à une situation suffisamment saine, pas seulement pour les Congolais, mais pour les investisseurs étrangers aussi, parce qu'il faut comprendre qu'il y a un risque très important lorsque l'économie de tout un pays est contrôlée par les étrangers et qu'il y a un malaise dans la société autochtone. Nous saluons cette position du ministre et nous osons croire qu'il va foncer et il va aller jusqu'au bout. Et de notre côté, nous avons promis déjà de l'accompagner par un suivi factuel, chiffré, des performances des entrepreneurs congolais dans le secteur privé. Nous aimerions voir le nombre de contrats qui seront éventuellement accordés aux entrepreneurs congolais et de quelle valeur. Nous ne voulons pas avoir 1 million de contrats avec 1 million de dollars seulement dans un secteur qui commande des milliards de dollars en sous-traitance. Donc nous croyons que c'est de la monnaie qui devrait passer par les mains congolaises d'après cette loi. Nous aimerions... Comment vous allez faire pour l'accompagner sur terrain? Je voudrais d'abord aussi parler de ce point ici qui est très très important. C'est le point des dérogations qui sont accordées aux entreprises principales, qui sont majoritairement, si pas totalement
étrangères. Je pense qu'on doit revoir cette question des dérogations. Et même si dérogation, il devrait y en avoir, je ne pense pas qu'il devrait y avoir des dérogations permanentes. Et je ne pense pas que la décision d'accorder une dérogation devrait revenir à la discrétion d'un seul individu. Je pense qu'il faudra revoir ça. De la même façon qu'il faudra revoir les exemptions qu'on a accordées à certains secteurs qui impliquent même le courtage des assurances. Je ne sais pas comprendre comment est-ce que le courtage des assurances peut être exempté de la loi de la sous-traitance. Comment accompagner le ministre sur terrain? Nous sommes déjà en contact avec des entrepreneurs. Nous sommes en train de mettre des programmes sur pied que nous allons proposer au ministre. Mais une des choses que je venais de dire, dans le passé, les entrepreneurs craignaient des représailles lorsqu'ils devaient s'exprimer pour dénoncer les injustices ou le déséquilibre qu'il y a dans le secteur. Je pense que de plus en plus, maintenant que les entrepreneurs commencent à avoir quand même une voix indépendante qui les soutient et qui porte leurs problèmes au niveau des gouvernants, je pense que nous aurons à dénoncer beaucoup de choses qui ne se passent pas selon les prescrits de la loi dans le secteur. Nous allons élever nos voix et nous pensons avoir l'oreille des dirigeants. Il ne s'agit pas que du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Il y a le Premier ministre qui est le chef du gouvernement. Nous espérons que le Premier ministre pourra aussi jouer sa part, surtout pour le secteur minier. Le Premier ministre vient du Katanga, il vient de la Gécamine, il maîtrise très bien les dynamiques de la sous-traitance dans le secteur minier. Nous pensons qu'il a une très grande contribution à apporter sur cette question et nous osons croire que nous allons y arriver et que nous allons effectivement combattre la pauvreté et commencer à créer la richesse congolaise qui va déboucher sur la création d'emplois et l'amélioration du social du Congolais. D'accord. Alors, Monsieur Luc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez de perspectives d'avenir par rapport à cette lutte sur la sous-traitance? Sur la sous-traitance, comme j'ai dit, nous avons déjà des programmes que nous sommes en train de monter pour l'année prochaine. Nous avons déjà des programmes pour le premier trimestre de l'année prochaine. Je crois que de plus en plus, nous allons le communiquer. Ici, en janvier, nous allons communiquer déjà nos premières actions qui seront non seulement mobilisatrices des entrepreneurs, mais qui vont donner l'opportunité aux entrepreneurs d'échanger sur leurs expériences et même de venir avec des propositions à apporter au niveau du gouvernement, question d'améliorer vraiment l'espace, d'améliorer les conditions d'affaires dans le secteur. D'accord. 2022, une nouvelle année, vous avez de messages de vœux à adresser à ceux qui vous connaissent? Absolument, nous ne pouvons pas terminer 2021 et à l'aube de 2022 sans présenter nos vœux les meilleurs à tous nos amis, tous nos frères et sœurs, à tous les Congolais. Tous les Congolais, nous sommes frères. Voilà pourquoi nous aimons toujours notre représentation léopard. Je pense que le chef de l'État, il est le léopard numéro 1. Nous ne devons pas, en tant que la communauté congolaise, suivre ceux-là qui sont dans l'inutilement partisan et qui n'ont pas autant d'inquiétudes sur nous, les Congolais. Nous espérons que l'année prochaine va nous apporter encore plus d'amélioration dans nos conditions sociales et alors nous souhaitons les meilleurs vœux à tous. Merci beaucoup, Monsieur Luc Kabunangu, de répondre à notre invitation et meilleurs vœux à
tout le Congolais et Congolaises de la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous suivez de partout grâce à CSS TV et on se retrouve au prochain numéro. Merci.